effectivement, le laboratoire dont je fais partie, c'est le LERMA, Laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphère. Alors il a plusieurs tutelles, donc l'Université de Cergy-Pontoise, qui n'est qu'une petite partie de ce laboratoire, qui est en fait un laboratoire de l'Observatoire de Paris. Donc, je suis membre de l'Observatoire de Paris et professeur à l'Université de Cergy-Pontoise, mais il y a beaucoup de collègues qui sont à l'Université Pierre et Marie Curie, à l'École normale supérieure, et ou payés, rémunérés par le CNRS. Et donc il y a une soixantaine de chercheurs ou enseignants-chercheurs qui travaillent sur cette thématique-là. Et ça représente entre 120 et 150 personnes dans ce laboratoire. Ce laboratoire s'intéresse à la formation des galaxies et à la cosmologie. Ça, c'est un premier axe de recherche. On les appelle des pôles. Le deuxième pôle, c'est les milieux interstellaires. Alors la photo que vous voyez derrière, c'est une première image du milieu interstellaire. Vous en verrez d'autres, et puis je définirai un peu ce que c'est. Le troisième pôle s'appelle molécules dans l'univers. Alors c'est seulement de ce pôle-là, je suis responsable scientifique, et l'activité de Cergy-Pontoise s'insère dans le pôle molécules dans l'univers. Il y a un quatrième pôle qui consiste à fabriquer des détecteurs pour les télescopes, ou les radiotélescopes, et aussi à faire des études atmosphériques. Donc les satellites, par exemple, pour sonder l'épaisseur des nuages sur la Terre. Alors, l'objet de cette conférence, c'est surtout de vous montrer, c'est de vous faire comprendre que ce qu'on fait derrière les murs de l'Université de Cergy-Pontoise. Donc cette machine-là, on peut la voir en ce moment dans nos laboratoires à Neuville. Donc quel est le lien entre ces machines qu'on construit à l'Université de Cergy-Pontoise et les milieux interstellaires? C'est un peu tout l'objet de ma conférence ce soir. Alors comme dans le titre il y a le mot molécule, je vais juste essayer de définir un petit peu ce que j'entends ou ce qu'on entend par les molécules. Donc on va les symboliser par des atomes. Donc une molécule c'est un assemblage d'au moins deux atomes. Donc si on prend le ciel bleu, alors la couleur bleue est due à la molécule d'azote. Alors c'est un pur hasard que l'azote soit représenté en bleu chimiquement. Il y a aussi des molécules d'oxygène, mais essentiellement, on ne les voit pas, l'air est transparent, bien qu'il constitue presque la totalité de notre atmosphère. Par contre, ce qu'on aperçoit parfois, c'est des traces d'eau, mais encore une fois, l'eau, c'est un élément très versatile. On ne le voit qu'à condition qu'il soit sous forme de petites gouttelettes, voire de flocons neigeux, on aura peut-être l'occasion d'en voir ce soir. Sinon, l'eau, je respire de l'eau, normalement, vous ne la voyez pas, sauf si vous avez des yeux spectroscopistes. Donc là, je suppose que l'eau, vous savez que c'est un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Et puis les molécules qu'on n'aperçoit pas sur cette photo-là, ça pourrait être aussi un petit peu de gaz carbonique. Et si on en rejette trop dans l'atmosphère, on va en modifier le climat. Et alors, ce qui nous permet, nous, d'appréhender le ciel, c'est évidemment la façon dont la lumière va jouer dans le ciel, et en particulier la présence ou pas d'eau liquide ou sous forme de gouttelettes dans le ciel. Alors, les molécules, celles-là, elles sont simples, c'est celles de l'atmosphère, il y en a quelques dizaines dans l'atmosphère, on va dire, mais le monde du vivant dispose d'une cinquantaine de sortes de types de molécules. Alors on va voir quelles sont les molécules qu'on trouve ailleurs que dans l'atmosphère. Mais avant de ça, je rappelle que l'outil essentiel de l'astronome, celui qui va regarder le ciel, c'est avant tout la lumière, et qu'un très bon outil pour appréhender la lumière, c'est simplement nos yeux. Et donc j'ai pris une image d'un objet que normalement vous reconnaissez, qui n'est pas du tout astrophysique, mais qui illustre que déjà avec simplement une image, on peut se poser plein de questions. Donc la première chose, c'est qu'on vous avez reconnu un iceberg, vous supposez que ça c'est essentiellement de l'eau, et je voulais juste vous faire remarquer que l'eau en fait elle a trois formes principales. La forme liquide qu'on aperçoit ici, la forme solide, et puis la forme gazeuse, j'en ai déjà parlé, qui est transparente. Et donc en fait, la molécule d'eau ici, ça va nous donner directement une sonde, c'est-à-dire un espèce de thermomètre. Ici, on va supposer que c'est moins que 0 degré, sinon ce ne serait pas de la glace, ce serait du liquide, et puis on va supposer qu'ici, ce serait plutôt moins de 0, sauf si l'eau est salée. Enfin, ça, on peut toujours compliquer le problème, mais trouver l'information dans une image comme ça, parce qu'après tout, un astronome, ça va prendre une photo du ciel, et puis ça va essayer d'en déduire des informations. On voit qu'on a besoin d'un tas de données physiques pour comprendre quel est l'objet qu'on regarde. Et
essentiellement, les molécules, pour nous, ça va être par exemple des sondes, et puis ça va être les sondes d'un certain type d'univers, c'est ce qui est appelé parfois l'univers froid ou l'univers moléculaire. Alors, je vous rassure, pour un astrophysicien, on est dans l'univers froid, c'est-à-dire que le zéro absolu, c'est 0, et le degré, 0 degré Celsius, il faut rajouter 273. Alors moi, j'ai la fâcheuse habitude de travailler en degrés Kelvin, et il faut juste ajouter 273 degrés. Donc quand moi je dis 0 degré, enfin je ne vais pas dire 0 degré, je vais dire 273 degrés, puis ça correspondra à de l'eau qui gèle. Donc quand on réchauffe, quand on monte à la température, par exemple à 1000 degrés, on va juste détruire les molécules et elles seront de moins en moins présentes. Alors, la difficulté de l'astronome, c'est qu'en général, il est au sol et qu'au-dessus de sa tête, il a l'atmosphère qui n'est pas très épaisse, qui fait pour la troposphère à peine une petite dizaine de kilomètres. Et là, ici, est représentée la longueur d'onde, c'est-à-dire le spectre électromagnétique dont la partie visible, donc ce que nos yeux voient, c'est juste un petit peu en dessous du micromètre. Et on voit que essentiellement dans les longueurs d'onde plus courtes, c'est l'ultraviolet ici et les rayons X, l'atmosphère est complètement opaque, c'est-à-dire ce mur ici est complètement opaque, la lumière visible ne passe pas au travers, mais peut-être d'autres fréquences, comme celle de mon téléphone portable, qui sont par ici, traversent les murs ici, donc les murs solides seraient transparents. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir qu'en fait, l'atmosphère est principalement transparent dans le visible, là où le soleil nous apporte son énergie, puis il y a une autre fenêtre dans laquelle l'atmosphère est relativement transparente, c'est le domaine des ondes radio. Et donc si on veut observer le ciel, par exemple au milieu de l'infrarouge, on va devoir par exemple utiliser des satellites parce que le ciel est complètement opaque. Donc ça c'est une petite difficulté. Alors je vous ai montré une planète intéressante. Est-ce que vous avez une idée de quelle planète ça peut être? Alors, sachant que cette photo est prise à 6,7 micromètres, on peut revenir juste avant, et en fait, cette planète, c'est la Terre. Simplement, si jamais je change de longueur d'onde, le ciel est complètement opaque, et donc on aperçoit bien les nuages qui sont extrêmement opaques, mais la plupart du rayonnement n'atteint pas la Terre ou n'en repart pas. C'est le fameux effet de serre, ce qui nous permet d'avoir des températures assez agréables. Alors, vous voyez qu'il y a juste quelques points de la Terre dans lesquels on n'a pas où on a moins de problèmes infrarouges. Ce seraient les endroits où il n'y a pas du tout d'eau, et ce qui nous permettrait éventuellement de réduire un peu l'opacité du ciel. Alors, les astronomes ont bien compris ça, que le ciel, c'est un moyen très bien pour observer les étoiles, mais que plus on est haut et moyen de ciel, puisque l'épaisseur de la couche troposphérique, c'est environ 10 km, si je monte à 5000 mètres d'altitude dans un désert au Chili, c'est là où j'ai le plus beau ciel de la planète Terre, parce que c'est extrêmement sec, et c'est en plus moitié moins épais. Donc c'est pour ça que les plus grands télescopes et les plus coûteux sont installés sur le sommet des montagnes. Alors on en a aussi, nous, des très beaux, qui s'appellent NOEMA. Ça c'est un transparent. Alors, je suis désolé d'avoir beaucoup d'anglais ou transparent en anglais, parce que c'est quand même d'habitude le langage qu'on parle quand je fais ces présentations. Donc je m'excuse s'il y a des choses que je peux traduire, d'autres je ne peux pas. Donc je reviens à notre télescope qui s'appelle NOEMA, qu'on peut trouver dans les Alpes. Alors, il est européen. Sur le plateau de Bure, il est à peu près à ce genre d'altitude ici, un peu au-delà de 2000 mètres, et ça nous permet de faire des observations assez différentes de celles de ALMA, et notamment ça nous permet de regarder les astres qui sont dans l'hémisphère nord. Alors voilà une image typique du... Alors qu'est-ce que c'est que ALMA? Donc ça s'appelle Atacama... j'ai oublié le A. C'est le nom du désert chilien, et puis on dit Large Millimeter Array, c'est-à-dire qu'en fait c'est un champ d'antennes de radiotélescopes qui sont pointées vers le ciel, et l'idée c'est que les observations astronomiques, la résolution angulaire, elle dépend de la taille du télescope. Et donc dans l'histoire des hommes, Galilée a commencé avec un télescope qui était une lunette qui faisait peut-être 6 cm de taille, et puis petit à petit on a grossi les télescopes jusqu'à obtenir maintenant des télescopes de 2 mètres, 3 mètres, puis les plus grands sont 10 mètres, parce qu'on est limité par la diffraction qui va dévier les rayons lumineux à cause de la taille finie du télescope. Alors là, l'astuce, c'est d'utiliser non plus un seul télescope, mais des détecteurs qui sont distants.
Et donc ce télescope-là, c'est comme s'il faisait 16 km de diamètre. Alors évidemment, on ne va pas faire une antenne en métal de 16 km, c'est juste beaucoup trop lourd et trop encombrant. On va utiliser l'interférométrie et reconstruire l'image à partir de toutes ces petites antennes. Donc ALMA, c'est le radiotélescope et le télescope le plus puissant sur Terre. Il n'appartient à aucun pays, c'est un projet international. Le Japon a apporté des antennes, les États-Unis, l'Europe, etc. Et c'est ce qu'on peut faire de... Alors, ALMA permet de regarder par exemple une galaxie, celle-ci est à 11 millions d'années-lumière, alors c'est tout frais, hein, ça date il y a quelques semaines cette observation, et on voit que si on distingue deux petits nuages, c'est-à-dire distants de très peu de distance, on va voir toute une signature, une forêt de raies, et j'arrive à mes molécules, et on va voir que chacune des raies va correspondre éventuellement à une empreinte digitale d'une molécule, et qu'on va trouver des molécules dans une galaxie qui est à 11 millions d'années-lumière, grâce aux yeux surpuissants de ce télescope ALMA. Alors, ça sous-entend, pour moi, j'ai parlé déjà de milieu interstellaire, je peux parler de nébuleuse, mais en gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir ces espèces de belles traînées lumineuses qui sont dues à la diffusion de la lumière sur des grains de poussière, et vous allez avoir toute une forêt de raies qui peuvent être détectées par les radiotélescopes, et on va identifier à chacune de ces raies, ou à chacune de ces raies, des molécules, et on va avoir près de 200 molécules différentes qui vont être détectées très loin de notre système solaire avant les processus de formation planétaire, comme je reviendrai après. Et donc la molécule la plus simple, c'est celle qui est composée de 2 atomes d'hydrogène, et alors après, dans notre jargon, on va dire ICOM ou COMS, c'est-à-dire Interstellar Complex Organic Molecules. Donc pour les non-experts, ça c'est de l'alcool par exemple. Ça c'est du dioxyde de soudre, et puis on a une belle molécule qui est la molécule d'eau, qui est très présente sur Terre, et puis des molécules un peu plus compliquées comme méthylformate. Je ne rentrerai pas dans le détail des molécules, à part la molécule d'eau et d'oxygène qui sont très présentes sur Terre. Alors maintenant, on va s'intéresser à cet objet-là. Donc c'est ce que les gens pensaient initialement être des trous dans le ciel. Enfin, assez rapidement, les astronomes se sont dit, ben non, c'est pas un trou dans le ciel, il doit y avoir quelque chose de sombre qui empêche la lumière des étoiles du fond d'arriver jusqu'à nous. Donc la première idée, ce serait avec mon télescope d'aller zoomer, mais je vais toujours voir une tache noire, et donc on va se servir de la spectroscopie pour partir du visible, c'est-à-dire ce que peuvent voir les yeux, jusqu'à aller dans le FIR, c'est l'infrarouge lointain, c'est-à-dire aller vers les radiotélescopes pour découvrir un monde avec une transparence différente. C'est un peu comme Superman, on va changer de longueur d'onde tout en zoomant sur l'objet. Alors, en principe, on va découvrir que, on zoome, ça c'est simple, c'est de plus en plus gros, et puis ça devient transparent, et quand ça devient transparent, qu'est-ce qu'on va découvrir juste au cœur de ce nuage sombre? On va découvrir une étoile en formation. Donc le paradoxe ici apparent, c'est que dans l'endroit le plus sombre qui nous paraisse du ciel, c'est là où vont naître les étoiles. Et donc ces nuages moléculaires sombres, alors ils sont très froids. On peut se poser, mais qu'est-ce qui obscurcit la ligne de fusée? Alors dans le ciel, on a vu que ce qui va rendre ce qui va jouer avec la lumière, c'est les gouttelettes d'eau, c'est les particules. Quand vous fumez une cigarette, ce que vous voyez, c'est de la suie. C'est des particules de la taille de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière, c'est-à-dire du micromètre. Et on a exactement la moitié de cette poussière qui est carbonée, comme de la suie de cigarette. Et l'autre moitié de la poussière, c'est de la poussière rocheuse, qui formera plus tard les planètes. Alors, je vous le remontre une dernière fois. Au cœur de ces endroits qui sont sombres, assombris par la poussière de carbone et de roche, on va avoir la naissance des étoiles. Donc c'est à partir de cette matière-là, qui est de poussière et de molécules, que vont naître les systèmes solaires et les systèmes planétaires. Et donc on arrive à la définition des milieux interstellaires. Donc on représente souvent le milieu interstellaire comme un cycle. On va avoir une étoile qui en fin de vie va éjecter de la matière. Cette matière va être très diffuse, donc le gaz quasiment invisible. Va petit à petit, sous l'effet de la gravité, va se condenser, va devenir froid et dense, et à l'intérieur, ça va former une étoile qui va chasser son enveloppe pour faire ce qu'on appelle un disque d'accrétion, et puis la poussière qui est sur ce disque d'accrétion va s'organiser en planète,
Et pendant très longtemps, donc, par exemple notre Soleil, pendant 10 milliards d'années, ça va tourner de façon stable, et puis l'étoile n'aura plus de carburant, et dans le cas de notre Soleil, elle va devenir une supergéante, elle va avaler Mars, et puis après, elle va encore évoluer pour reperdre de l'énergie et pour renourrir le cycle du milieu interstellaire. Alors notre système solaire à nous est au moins passé 3 fois par le cœur d'une étoile. On en a des preuves en regardant, par exemple, les poussières et les météorites. On voit qu'on a à la fois, enfin bref, on a une bonne raison de savoir qu'on est passé à la matière dont est composée la Terre et nous-mêmes 3 fois par le cœur d'une étoile. Alors, ce qui est fascinant dans cette histoire-là, ou ce qui m'amuse, en tout cas c'est pour ça que je fais cette recherche-là, c'est qu'en fait, la physique à l'échelle atomique et moléculaire va avoir un impact et un effet sur de la physique à taille gigantesque. Donc, on s'intéresse à des processus atomiques et moléculaires qui font 1 milliardième de mètres et moins, et ça a un impact sur des processus qui font des milliards de kilomètres. Donc, on va essayer de voir un peu comment et comment. Donc, les milieux interstellaires, c'est la matière qui sont entre les étoiles, donc ça c'est trivial, entre les étoiles interstellaires, mais comme le milieu interstellaire évolue et boucle dans le temps, avec des étoiles qui naissent, qui meurent et qui réengendrent des étoiles, un cycle de vie relativement fréquent sur Terre, mais qui s'applique aussi dans l'espace, et ben c'est le temps, c'est un milieu à la fois entre les étoiles, dans le temps et dans l'espace. Alors je remonte des belles images parce que la plupart des belles images d'astrophysique, elles sont dues au fait que la lumière elle diffuse sur ces poussières. Donc ici vous avez ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, c'est une étoile qui vient de mourir et qui explose sa matière. Ici vous avez la tête de cheval que vous avez reconnue dans mon premier slide transparent en introduction. Ici vous avez une galaxie. Alors pourquoi on a mélangé nébuleuse et galaxie? C'est parce que au début, à l'œil nu, on ne voit que des points, on ne distingue pas une étoile d'une planète, d'une galaxie, puis après on va prendre un instrument plus puissant, et puis on va se rendre compte que certains astres ne sont pas des étoiles mais des planètes, et puis si on a un instrument plus puissant, on va se rendre compte que certaines étoiles sont floues, et on va les appeler les nébuleuses. Et par la suite, on va distinguer certaines nébuleuses en disant bah, ce sont des galaxies, vous voyez, elles ont une forme très spéciale, elles abritent des milliards d'étoiles, et d'autres, elles sont beaucoup plus proches. Celle-ci, c'est pas du tout une galaxie, par contre, c'est une pouponnière d'étoiles. Alors voilà une photo de ce grain de poussière qui nous permet de voir. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous voyez de la fumée, bah, c'est effectivement ni plus ni moins que de la fumée qui est due à cette poussière interstellaire. Alors ça, c'est pas une poussière interstellaire parce qu'elle est attrapée dans le système solaire, on appelle ça une poussière interplanétaire, mais on suppose que c'est vraiment la cousine de la poussière interstellaire. Alors on peut observer directement cette phase solide, cette poussière. Donc ça, c'est une vraie photo. Alors ça, c'était un dessin d'artiste, hein, et on a la phase du disque d'accrétion, c'est-à-dire un moment de l'histoire de l'étoile. Et quand on regarde avec ALMA, donc c'était les premières images de ce télescope il y a 3 ans, on aperçoit la poussière qui brille. Donc là, il y a plus de poussière, elle est plus chaude, et ici, on a soit moins de poussière, soit elle est plus froide. Puis on aperçoit, alors on ne voit pas très bien, je vais mettre juste un petit peu de contraste, si j'y arrive. Vous voyez qu'il y a des zones noires ici. Ça veut dire que c'est un endroit où la poussière a disparu, et où la poussière a-t-elle disparu? Eh bien, elle a disparu sous forme de planète. C'est-à-dire que c'est un peu comme une boule de neige dans un jardin. À partir du moment où vous commencez à rouler la boule de neige, là, c'est la gravité qui va attirer la poussière à elle. Et là, on voit la trajectoire des planètes qui se dessinent. Donc, je vais trouver le bon bouton. Voilà, on a l'évidence directe de la façon dont on peut étudier les planètes, bien que ce soit plus compliqué. Alors, une autre façon très rare d'étudier les molécules, c'est d'aller sur place. Donc ici, c'est la sonde Rosetta qui tourne autour de la comète Churyumov-Gerasimenko 67P. Et elle a découvert la molécule O2, qu'on pensait être une molécule particulière, puisque sur Terre, elle est attachée à l'activité biologique. Et voilà qu'on trouve 3% ou 4% d'oxygène moléculaire. Je reviendrai à la fin de ma conférence sur ce point-là en particulier. Alors les poussières, je vais aller assez vite là-dessus, elles ont un rôle important pour la chimie parce que
Et comme elles sont très froides, alors je n'ai pas indiqué la température, je l'ai écrit mais je ne l'ai pas dite, c'est 10 degrés Kelvin. Alors 10 degrés Kelvin, ça fait moins de 160 degrés Celsius, donc ces milieux de formation d'étoiles sont des milieux extrêmement froids, et on ne connaît pas du tout le comportement de la matière à ces températures-là, parce que ce sont des gammes de température complètement exotiques. Et donc, par contre, ce que vous savez, c'est que si on sort une pizza du congélateur, il va se recouvrir d'un manteau de givre, et c'est pas parce que la pizza fabrique de l'eau, c'est parce que l'eau de l'atmosphère vient se coller sur la pizza. Donc elle va assécher l'atmosphère en fabriquant de la glace. Et ben, c'est la même chose pour les grains de poussière interstellaire. Si vous avez des atomes, ils vont se mettre à se coller sur ces grains extrêmement froids, et puis du coup les atomes vont rester très longtemps ensemble, donc des temps de résidence très longs. Dans le gaz, il y a une collision entre deux atomes tous les jours. Alors je vous rappelle que sur Terre, les collisions entre les molécules, c'est moins qu'une microseconde. Donc ça se cogne en permanence, mais dans l'espace, qui est très dilué, c'est au maximum tous les jours, et la plupart des collisions des atomes, on a une molécule de OH et un atome d'hydrogène qui se rencontrent, la plupart du temps, ils vont juste cogner l'un sur l'autre et ils ne vont jamais former une molécule d'eau. Alors que quand on est sur les grains froids, ils ne vont pas s'éloigner les uns des autres, ils vont bouger tout doucement, et la question, ça va être de savoir si l'atome d'hydrogène rencontre cette molécule-là, et si c'est le cas, alors elle formerait une molécule d'eau. Et le souci de cette phase solide, c'est que c'est là où vont se rencontrer potentiellement de façon très efficace les atomes et les molécules, mais par contre, comme ils sont gelés et collés, ils deviennent invisibles. Donc c'est une phase obscure parce qu'on n'a pas de signature rotationnelle des molécules une fois qu'elles sont gelées. Donc c'est l'espèce de boîte noire de l'astronomie. Alors c'est pour ça que, pour essayer de mettre un peu de lumière dans cette boîte noire, on va construire un appareil, celui-ci s'appelle Vénus, qui est destiné à simuler l'interaction des atomes et des molécules sur des surfaces froides. Et donc, on va faire de ce qu'on appelle de l'astrophysique de laboratoire, c'est-à-dire qu'on va étudier des milieux physiques extrêmement spéciaux, donc on est à 10 degrés Kelvin. Pour une application industrielle, il y en a peu à cette température-là, puisqu'on va essayer d'être le plus froid possible et très gelé, pour étudier comment la matière elle évolue à des températures aussi froides. Alors pour reprendre la thématique de notre équipe à Cergy, qui s'appelle le LERMA de Cergy, on a les atomes qui vont se former au cœur des étoiles, et qui vont devenir du fer, de l'uranium, que sais-je, mais principalement on va dire de l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène pour cette conférence-là. Elle va fabriquer aussi de la poussière, donc ça se fait dans les atmosphères de certaines étoiles, et ces atomes et molécules vont se coller sur les grains pour donner des molécules complexes, organiques, qu'on détecte dans l'espace avec les radiotélescopes. Donc la question qu'on se pose, nous, c'est que est-ce que c'est possible dans cet univers froid et extrêmement primitif de fabriquer des molécules aussi complexes que celle-ci? Ça, c'est l'urée. C'est une molécule biologique bien connue qu'on produit tous. Voilà, donc c'est vraiment la question fondamentale qu'on se pose à Cergy, c'est à partir des atomes ou des petites molécules formées et sans apport d'énergie, c'est-à-dire entre 10 et 100 degrés typiquement, et sur la surface des grains, qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on peut développer une chimie riche et jusqu'à où on peut aller dans la complexité moléculaire? Alors, le concept il est simple, il suffit de prendre un grain de poussière, de le refroidir à 10 degrés Kelvin, d'y envoyer des atomes et puis de regarder ce que ça fait. Pas compliqué. Alors, la réalité, elle est un peu plus compliquée. Alors là, il y a un peu d'anglais qui va arriver, j'en suis désolé. La surface froide, c'est pas très dur à faire. Il faut un gros frigidaire. Alors là, on utilise un frigidaire à l'hélium, donc ça s'appelle un cryostat à l'hélium, en cycle fermé, mais c'est le même principe, ça coûte plus cher, c'est tout. Et on va équilibrer la température en chauffant derrière. Donc c'est pas excessivement compliqué de faire de très basses températures. Par contre, comme on sait que le gaz colle à basse température, il va falloir qu'on se mette dans une enceinte à vide pour éviter que ce qu'on étudie, c'est juste le gaz, l'atmosphère de la salle d'expérience. Donc on fabriquera des pompes. Alors, pour que la surface soit astrophysique, soit on colle des grains de silicate ici, ou des grains de poussière carbonée, soit on va fabriquer de la glace d'eau, parce que beaucoup des grains silicatés sont couverts d'eau. Donc là, c'est un dessin de chimie quantique qui explique que les atomes peuvent
soit faire une belle forme hexagonale pour avoir de la glace hexagonale, soit une forme plus amorphe, plus floconneuse. Et, et ça, on sait contrôler en laboratoire, la forme de la glace et l'échantillon qu'on veut contrôler. Alors, je n'en parlerai pas trop, mais au passage, je veux juste vous indiquer que je vais utiliser le mot monolayer ou monocouche. C'est quand j'ai mis une pile d'atomes, mais une seule pile. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, on est à l'échelle d'une couche moléculaire d'un atome. Alors, pour prendre exemple, avec nos mains, normalement, on est tous recouverts de plusieurs couches d'eau sur les mains, dans l'atmosphère. Donc, c'est comme si je travaillais à la première couche moléculaire. Et alors, c'est pour ça que s'il fait très froid et que vous attrapez du métal, votre main reste collée, parce que l'eau qui est présente sur vos mains va devenir glace et va vous coller. Alors, et puis pour vous donner un autre ordre de grandeur, on a besoin de l'ultravide parce que même avec des vides extrêmement poussés, alors 10-8 millibars, c'est un milliardaire du millième de l'atmosphère, ou presque, et ben en 5 minutes, on fait une couche de glace. Donc il va falloir avoir les vides les meilleurs qu'on a dans l'univers, et pour les experts, on va travailler, nous, avec une nanomole de produits, c'est-à-dire que le mieux que j'ai fabriqué dans les expériences, c'est des nanogrammes de matière. Alors même si je faisais du diamant, ben, je ne serais pas riche avec. Alors, pour fabriquer des atomes, petite difficulté, c'est que ce qui nous est vendu en bouteille et ce qui est présent sur Terre, c'est toujours des molécules. Donc l'hydrogène, c'est du dihydrogène, l'oxygène, c'est du dioxygène. Et donc pour fabriquer des atomes, on va faire un plasma, on va casser les molécules pour envoyer des atomes, on va faire un plasma d'hydrogène pour envoyer des atomes d'hydrogène. Donc là, je vous montre une photo qui est censée simuler l'arrivée d'un atome d'oxygène et d'un atome d'hydrogène sur notre surface. Alors, pour les détecter, on va utiliser de la lumière, donc ça s'appelle spectroscopie infrarouge. On va faire traverser la lumière sur notre échantillon et puis on va regarder ce qu'il en sort. Donc, on regarde ce qu'il y a quand il n'y a rien sur la surface, on envoie un faisceau infrarouge et on regarde la différence. Donc voilà ici ce spectre, donc là c'est la longueur d'onde, on est dans l'infrarouge. Quand il n'y avait pas d'échantillon, c'est tout plat, et quand on met un échantillon, on voit qu'il y a une forêt de pics qui arrive, et on voit la détection assez compliquée quand on dépose un peu d'oxygène et de NO, de monoxyde d'azote. Et avec une absorbance, pour les experts, très faible. Alors, l'autre solution pour détecter les molécules, c'est d'utiliser la spectroscopie de masse. Là, ça va vous dire exactement quelle est la masse de l'atome ou de la molécule qui est qui sort de votre échantillon. Le seul souci, c'est qu'elle n'est pas en phase solide, mais elle est en phase gazeuse. Donc, on va chauffer l'échantillon pour évaporer tout ça et pour essayer de le voir. Alors, ça a un autre avantage, c'est que c'est un peu plus efficace, donc on va être capable de détecter jusqu'à 1% d'une couche. Alors voilà à quoi ça ressemble en réalité notre site de données. Alors on a un tout petit peu de son normalement. Oui, donc on a un peu de son, alors ça fait beaucoup de bruit. Alors je présente Emmanuel Candiou, ciao Emmanuel. Et l'expérience que vous voyez derrière s'appelle Formolis. Donc vous voyez un premier armoire électronique qui a pour but de contrôler les jets atomiques. Et on a Marco Minisalé, un ancien étudiant de thèse, qui va fabriquer un jet d'oxygène atomique. Donc pour ça, là il est en train de mettre de l'oxygène, et puis après maintenant il a allumé les micro-ondes, il fait une étincelle ici, et hop, il fait un plasma d'oxygène, et puis ici vous avez du O2, et ici vous avez un plasma, et à la sortie vous avez 75% d'atomes d'oxygène. Mais le problème c'est que la bouteille elle est à pression atmosphérique, et je vous ai dit que moi je vais travailler à 10-10 millibars, c'est-à-dire à des milliardiers et des milliardiers. Donc il va falloir tout un trajet pour passer de la pression atmosphérique à l'ultravide. Et donc là on refait le trajet, on a la bouteille d'oxygène, on est à 1 bar, ici on va être à 10-4 millibars, à 10-7, 10-9, et enfin on arrive 10-10. Alors ce papier d'aluminium, il est dû au fait que comme on veut chasser l'eau avant de faire nos expériences, on va pendant une semaine mettre tout ça à 100 degrés Celsius pour être sûr que notre vide il est parfait. Et en fait, notre échantillon, c'est cette zone-là, et c'est cette zone-là qui descend jusqu'à 6 degrés Kelvin, et vers lesquels les atomes d'oxygène sont envoyés. Alors, voilà l'expérience de Marco. Là, on va partir de la température élevée de 100 degrés, et puis on va regarder avec notre spectre de masse qu'est-ce qu'il y a dans le gaz.
Et donc on voit qu'au début, quand c'est chaud, on détecte de l'oxygène atomique, et puis il y a une certaine température, disons vers 60-70 degrés, il n'y a plus d'oxygène atomique. Où est passé l'oxygène? Et en fait, il s'est collé sur la surface froide. Donc à partir de là, on va déterminer quelle est l'énergie de liaison de l'atome d'oxygène. Donc ça, c'était la première fois qu'on avait une mesure de l'atome d'oxygène. Et pour être sûr de notre coup, eh ben, on a aussi mesuré, non pas l'atome d'oxygène, mais la molécule d'oxygène. Et ce qu'on voit, c'est très joli, c'est qu'au moment où l'oxygène disparaît, en fait, on forme de l'oxygène moléculaire. Et puis après, on voit que l'oxygène moléculaire disparaît. Et si on utilise notre spectroscopie infrarouge, eh ben, on va voir que la troisième molécule, qui est l'ozone, elle apparaît juste là. Donc on passe de l'oxygène atomique pur à haute température à l'oxygène moléculaire, puis à l'ozone, en diminuant la température de notre expérience. Alors, je vous ai montré comment on fait rapidement de l'oxygène atomique, moléculaire et puis de l'ozone. Mais une molécule qui est... Alors, l'oxygène moléculaire n'a presque jamais été détecté dans le milieu interstellaire, sauf dans un seul endroit. Ce qui m'intéresse, moi, ou ce qui nous a intéressé, c'est plutôt de mélanger de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, on va faire la même chose. Le rose, c'est le plasma d'hydrogène. Le blanc, c'est le plasma d'oxygène. Et donc, on va envoyer des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Alors ça, c'était il y a 10 ans. Ouais, même 11 ans, c'était pendant la Coupe du Monde de football 2006, du fameux coup de tête de Zidane, je m'en souviens. Et l'idée me paraissait brillante, c'est-à-dire que on envoie un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène, donc les flèches blanches, c'est qu'on va ajouter un atome d'hydrogène, puis on va faire une molécule OH, et puis on va faire une molécule H2O, et puis voilà, on aura un diagramme chimique. Et c'est ce qu'on a fait, hein. On a mis un peu de temps à publier, mais on a démontré, alors ça, HED c'est pareil, et le 18 c'est parce qu'on utilise des isotopes pour être sûr que ce n'est pas de la pollution terrestre, etc. C'est des astuces, mais on s'est rendu compte tout de suite en fait qu'on avait un petit peu sous-estimé le fait que, je vous l'ai montré, l'oxygène atomique, il se transforme en oxygène moléculaire et en ozone, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais à partir du moment où on sait que quand on envoie de l'oxygène, ça va faire de l'oxygène moléculaire, et là, on peut se poser la question de savoir si ceux-là, ils vont réagir avec ceux-ci. Et la réponse, c'est qu'en fait, le diagramme chimique qu'on aurait dû imaginer au début, c'est pas celui que je vous ai montré avec 3 réactions, mais on a tout un paquet. Et donc, en fait, quand nous, on va étudier l'addition d'un atome d'oxygène et d'un atome d'hydrogène, on n'étudie pas une réaction, mais on va étudier tout ça à la fois. Et donc, comment on a fait pour essayer d'y comprendre quelque chose, une fois qu'on a compris qu'il y avait un problème, eh ben, c'est qu'on va essayer de couper en morceaux le sous-système. Alors ça, c'était une idée en disant, en fait, si on partait de l'ozone, eh ben, on va pouvoir simplifier la chose. Si on part de l'ozone, déjà, le système réactionnel, il est plus simple. Et puis si on parle de l'oxygène moléculaire, pareil. Et si jamais on se place à une température de 45 degrés, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la première expérience que je vous ai montrée, mais on voyait que l'oxygène moléculaire est reparti en phase gazeuse à 45 degrés. Si on se passe à 45 degrés, qu'on envoie de l'hydrogène et de l'oxygène, il nous reste plus, à partir de l'ozone, il ne nous reste plus qu'un seul chemin, et on a démontré ce chemin-là. Et donc là, on pensait être très très malin et démontrer explicitement comment se formait l'eau. Eh bien non, pas du tout. Ça marche, on forme de l'eau, mais il manquait 80% du signal d'eau. Alors, ça nous a permis de faire une découverte qu'on cherchait depuis des années, c'était de montrer qu'en fait, quand on fabrique des molécules sur la surface des grains, une partie de ces molécules, à cause de l'énergie chimique, va descender et va retourner dans la phase gazeuse. Alors ça, c'était une découverte qu'on a trouvée importante et clé, parce que, comme je vous ai expliqué au début, les radiotélescopes, ils n'observent que les molécules en phase gazeuse. Or, ici, l'eau, elle se fabrique directement en phase solide. Donc le paradoxe, c'était comment ça se fait qu'on observe des molécules en phase gazeuse alors qu'elles devraient toutes être gelées à la surface des grains. La réponse, c'est que quand on forme les molécules, il y a une partie, ici pour l'eau c'est 80%, qui va repartir dans l'espace. Donc même si l'eau elle est formée dans l'espace à la surface des grains directement sous forme de glace, pendant le processus, il y a de l'eau qui va directement se sublimer, s'évaporer, pour retourner dans la phase gazeuse où on va pouvoir l'observer avec les radiotélescopes. Donc on était content de cette découverte qu'on avait un peu forte. Alors, pour complexifier un petit peu les molécules, ou pour aller plutôt parler des quelques molécules que je vous ai présentées au début, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, le CO2,
On va imaginer une expérience où on va mélanger du carbone et l'oxygène. Donc si je pars d'un atome d'oxygène, on a déjà vu qu'on va à l'ozone, et si je pars d'une molécule de CO, que j'ajoute un atome d'oxygène, je vais avoir une molécule de CO2. Et donc si j'envoie un jet atomique d'oxygène et un gaz moléculaire de CO, je vais avoir deux solutions. Soit le CO réagit avec l'oxygène, et dans ce cas-là, j'aurai que de l'ozone et du CO, donc le CO n'a pas réagi, ou je vais avoir du CO2 parce que l'oxygène et le CO vont réagir pour former la molécule de CO2. Et on fait les expériences, je ne vous explique pas trop le spectre, mais ce que vous voyez, c'est qu'on a détecté du CO2, mais pas beaucoup, et on a surtout beaucoup détecté d'ozone. Donc ça veut dire que la formation de CO2 est tout à fait possible, elle est faible, mais elle permet d'expliquer pourquoi, quand on regarde des glaces astrophysiques, donc la composition des glaces dans les nuages interstellaires, on va trouver toujours 25% de dioxyde de carbone par rapport à la molécule d'eau. Et bien ça s'explique par exemple par ce processus-là. L'oxygène, il peut réagir avec de l'hydrogène pour former de l'eau, mais il peut aussi réagir avec la molécule de monoxyde de carbone qui est très abondante dans l'espace, et donc former du CO2. Et donc on explique la corrélation qu'il y a entre l'eau et le CO2. Alors je ne l'ai peut-être pas assez insisté sur le fait que la molécule d'eau, c'est la molécule la plus abondante dans l'univers en phase solide. Donc la molécule qu'on détecte le plus, pour être précis, c'est la molécule d'eau dans l'espace. Mais elle est sous forme de glace. Alors j'arrive à la molécule d'oxygène, parce qu'elle a un intérêt particulier pour nous, puisque l'oxygène, c'est une molécule sur Terre qui est issue de la photosynthèse et de l'activité biologique. S'il n'y avait pas de plantes pour fabriquer de l'oxygène moléculaire, s'il n'y avait pas la photosynthèse, il n'y aurait pas d'oxygène moléculaire. Donc, la découverte de l'oxygène moléculaire directement dans le nuage d'évaporation de la comète Rosetta a posé beaucoup d'émoi à la communauté scientifique. Y aurait-il des actes dans les météorites? Non, on ne croit pas. Alors, pour vous raconter un peu ce que c'est qu'une mission spatiale telle que celle de Rosetta, c'est une mission qui est décidée en 1993, qui est lancée en 2004. La sonde Rosetta parcourt l'espace de telle sorte d'arriver avec une trajectoire parallèle à la météorite. Donc il faut qu'elle s'éloigne pour reprendre à peu près la trajectoire de... Pardon, je dis la météorite, j'ai dit une bêtise. C'est la comète, et elle va arriver de façon collinéaire pour arriver presque à la même vitesse. Et donc ce voyage est compliqué, on a besoin de l'énergie gravitationnelle du catapultage notamment de la planète Mars, c'est ce qui est indiqué ici dans cette table chronologique. Et en 2014, donc 10 ans après le lancement, la sonde orbite autour de la comète, dont on découvre la forme, qui a une espèce de forme de canard. Quand les astronomes ont vu cette comète, ils l'ont appelée le canard. Alors voilà, c'est elle, c'est la comète 67B. Et alors, l'intérêt de cette mission, c'est qu'on va avoir Rosetta donc, qui va orbiter autour de la comète. Et puis il y avait un deuxième aspect qui était encore plus médiatisé, c'est-à-dire on allait envoyer une petite sonde qui s'appelle Philae à la surface de cette comète. Alors, c'était un vrai challenge parce qu'il faut voir que la comète est petite, enfin une dizaine de kilomètres, elle est peu massive, donc elle a très peu de gravité. Et donc pour être sûr que la sonde Philae tombe sur la comète, il faut envoyer Rosetta exactement dans la bonne direction, on décolle Philae de Rosetta, puis on change la trajectoire de Rosetta, et Philae tombe littéralement sur la comète. Sauf qu'il faut 7 heures pour que Philae arrive de ce moment où elle est décrochée de Rosetta jusqu'à la comète. Et la comète, elle tourne sur elle-même. Et la durée de rotation de la comète sur elle-même, donc la durée du jour et de la nuit pour la comète, c'est 12 heures. C'est-à-dire c'est un peu comme si vous lâchiez une pierre au-dessus de la Chine, et puis qu'elle tombe 3/4 de rotation plus tard, je ne sais pas où sur la Terre, mais enfin on voit que le calcul
devait être très précis. Et ils ne se sont pas trompés sur les calculs. Philae est tombée là où elle devait tomber. Par contre, Philae a rebondi sur le sol une fois, 2 fois, 3 fois avant de se coincer. Alors, une des raisons pour laquelle, c'est que ici est la conversion du poids équivalent. 100 kg sur cette comète, c'est équivalent à 1 gramme de pesanteur. Donc, imaginez, vous sautez ici. Je pense que si vous sautez depuis cette comète, vous êtes littéralement mis en orbite. Dès que vous faites un mouvement, vous décollez de la planète, à condition d'exercer une force supérieure à 1 gramme. C'est-à-dire, je pense que si vous soufflez sur la comète, vous êtes mis en orbite, littéralement. Et donc, là, ça a rebondi pour des tas de raisons qu'on pourrait raconter, et ça finit par se coincer. Donc, Philae n'a pas été un grand succès. Donc, on voit ici Philae atterrir là où là, c'est l'ombre, l'impact. Simplement, il y avait des mesures qui étaient qu'au moment où Philae tape, alors elle tapait dans un endroit poussiéreux, ces instruments se déclenchent. Et donc, ils ont eu la chance, une seule mesure, au moment où ça a tapé, Philae a sniffé, donc le quadrupole de masse, le même instrument qu'on utilise nous aussi dans nos expériences, a regardé les masses de la poussière qu'elle a levée sous l'impact. Et quand elles ont analysé, donc c'est l'instrument COSA qui a fait qu'une seule mesure, mais au moins elle en a fait une, elle a découvert des tas de molécules organiques complexes. Donc toutes ces molécules-là sont susceptibles de se trouver à la surface d'une comète qui a l'air tout à fait rocheuse. Alors, pour ceux qui ne sont pas experts, là, ce sont des molécules qu'on dit organiques parce qu'elles sont composées de CH, etc. C'est-à-dire des molécules qu'on va trouver d'intérêt biologique. Alors, pourquoi la détection d'oxygène moléculaire? Alors, elle n'a pas été faite par Philae, l'oxygène moléculaire, c'est par Rosetta durant son orbite. Parce que on a passé des dizaines d'années, je veux dire, les astronomes ont passé des dizaines d'années à essayer de découvrir cette molécule dans l'espace, un petit peu aussi en espérant voir si ce n'était pas une signature biologique. Et donc, le problème, c'est qu'O2 étant dans l'atmosphère, il faut envoyer un satellite au-dessus de l'atmosphère pour le détecter. Et on l'a presque jamais détecté en 30 ou 40 ans de poursuite de l'oxygène moléculaire. O2, c'est la photosynthèse. Et les gens qui travaillent sur les comètes pensaient ou pensent que les comètes provenant de l'extérieur du système solaire, mais qui sont des corps glacés, et donc en fait la composition des comètes serait la signature de la glace primordiale du système solaire. Ce serait de la matière qui n'aurait pas évolué depuis l'origine du système solaire, donc elle est intrinsèquement intéressante à étudier. Et alors, on a montré que ce n'est pas le cas. Je ne vais pas essayer d'expliquer, enfin je vais vous expliquer le contraire, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Nous, on a fait nos expériences dans notre laboratoire. On a mis une petite couche de roche, donc c'est des silicates. On a mis 50 couches d'eau et on a mis une couche d'eau, ou 2 couches d'eau oxygénée en haut. Alors le D, c'est comme de l'hydrogène, simplement c'est un marqueur isotopique. C'est pour être sûr de pouvoir distinguer les molécules qu'on a mis en surface des molécules qui sont des molécules de glace qui sont le substrat. Et puis on a chauffé notre échantillon, plus de degrés jusqu'à des températures élevées. Et qu'est-ce que l'on constate ici? On constate que juste après que l'eau se soit évaporée, eh ben, on a une production d'oxygène moléculaire. Donc en fait ici, il n'y a pas d'algues du tout dans notre système, on est à 10 degrés Kelvin, on est dans l'ultravide. Et simplement, c'est la même réaction qui se produit quand on met de l'eau oxygénée sur ces bobos. Elle se transforme en eau normale et en oxygène moléculaire. Donc en fait, ce qu'on croit, c'est que la présence de l'oxygène moléculaire, elle n'est pas originelle à la comète, mais c'est peut-être simplement un événement de l'évaporation de la glace de la comète. Et donc, ce n'est pas une signature de la composition de la glace au début du système solaire. Alors, pour reprendre un petit peu l'idée, ici, on a la comète par derrière, et s'il y avait 7% d'eau oxygénée, alors on peut relâcher les 3,5% d'oxygène moléculaire qui sont observés. Alors ce chiffre-là ne vous dit rien, mais la coïncidence est troublante. Si vous prenez de l'eau et que vous l'exposez au rayonnement solaire, il va se fabriquer 7% d'eau oxygénée par hydrolyse de l'eau. Et donc ce qu'on a proposé, c'est que en fait, dans la comète, on pensait que l'oxygène moléculaire était un gaz volatile comme le monoxyde de carbone, donc c'est-à-dire qu'il sublime à basse température, typiquement 40 degrés. Ben là, on repositionne l'oxygène en fait à désorber avec l'eau. Alors j'ai terminé des molécules, presque terminé les molécules, il m'en reste juste une à vous présenter, mais avant de ça, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée
il y a quelques semaines parce qu'on a eu notre comité d'évaluation. Donc, tous les 4 ou 5 ans, les laboratoires de recherche ont la visite d'un comité d'experts qui vérifie qu'on travaille bien et qu'on a des projets qui sont raisonnables. Alors, hop, c'est parti tout seul. Welcome for a video tour of the Lerma Sergi Group. It takes about 1 hour to go from Paris to the Neuville University campus. This site is devoted to the experimental sciences from biology to civil engineering. You can find our door on ground floor, take right just after the main entrance. Nabat, welcome. My name is Abdisalam Mohamed Ibrahim. I am a second year of PhD student. I'm working in Lerma to Sergi. So you're welcome. Here is a coffee machine place, and there is storage room. This room and all the other rooms have been rebuilt just recently. Pictures of people, permanent or not, are located in the entrance. On the left, after the coffee machines, is our meeting room. It is the central zone of our lab from which you can go everywhere you want. We have also a small kitchen, so it's also a zone of conviviality. On this board, we write agenda events such as visiting people, vacation dates, or next meeting occasion. On the other side is the planning of the 2 experimental setups, Formalism and Venus. From the meeting room, you have access to 3 offices. This one, the yellow one, is the office of François Dulieu. Okay, it's me. Buongiorno, my name is Emanuele Congiu and it's 10 years that I work in the Lerma lab. I came as a postdoc and now I'm a maître de conférence at the University of Cergy-Pontoise. The next office is the office of the PhD students. Xin chào mọi người. My name is Thanh. I'm the first year PhD student. Jambalan. My name is Abdullah Sow. I am in second year of thesis of the laboratory Sergi Lerma. My subject is about the formation of complex organic molecules. Then I am working on the experiment and setup Venus. On this corridor, you have 5 more offices and the new lab room. Stefan Diana is engineer. He's in charge of computers from scientific simulations to printers. Endasha Boni is maître de conférence. After the blue office is the green office. Azul, I am Saud Baush. I am a research engineer. Now, let's go in our experimental room. Actually, it's almost empty because the room is not yet ready. Formalism experiment will be moved and installed here. And Venus experiment will be moved here. And here is the line for pumping. And the vacuum pumps, primary pumps, will be installed in the basement. We are still working on the infrastructures, therefore we cannot move yet our experimental setups. Saud and Abdisalam are currently working on the vacuum line. So we need to go to the former experimental room. Hi Tan, what are you doing today? Today I do the experiment about the formamide. So how it works, can you show us? Yes. First, we usually grow a water ice substrate. We have a sample of liquid water. We check its vapor pressure. Water vapor goes through a microlid valve and fills the main chamber. We follow the partial pressure of the water. We calculate in real time the amount of water which is deposited on the substrate. We stop the injection and the pressure goes down. We double check with infrared spectroscopy and we have an excellent quantitative matching.
We control the pressure in many places of the setup and have a second QMAP to check the quality of the beam. Nitrogen comes from the right beam and outgoes to the sulfur through the top beam, and the center beam is for it to seal. Hi Abdisalam, what are you doing? Hi, I'm doing the installation of a source pH. The pH oven is usually outside of the main chamber, and we put it in front of the sample when we want to deposit the pHs. Once we have deposited the coronin, we send oxygen atoms or hydrogen atoms onto them to study the oxidation or hydrogenation of the pHs. Abdisalam needs also to test a high temperature hydrogen source. How far are you going? 30 milliliters. Au revoir. Yaram. Azibiri. Au revoir. Ragdan Buhi Salam. Ici sont nos sponsors. Donc vous avez compris que pour faire ces expériences, il faut un peu d'argent et donc on est sponsorisé par un certain nombre de partenaires, dont la région, dont l'Europe, etc. Alors, c'était pas fait pour être spécialement explicite, à part une visite des locaux et des personnes, et pour voir un peu qui sont les experts et puis la force de travail de la France, comme vous pouvez le voir, et de la recherche scientifique, c'est-à-dire des étudiants qui viennent du bout du monde pour travailler avec nous. Alors, pour prendre une dernière idée de ce que je vous ai dit, alors il y a des mots que vous n'avez pas compris, peut-être pH, et qui sont des poussières carbonées ou coronelles, etc. Mais la molécule que Tan étudiait, c'est celle-ci. C'est la formamide et c'est le prototype des peptides, qui est une molécule d'intérêt biologique, puisque à partir d'elle, quand on lui ajoute de la chaleur et de l'eau, on va fabriquer des acides aminés ou des peptides. Alors, sont détectés dans l'espace des sucres, comme je vous ai déjà montré, des alcools et, disons, des briques de peptides. Et ce qu'on a démontré, nous, c'est que cette molécule, elle se fabrique aussi à 10 degrés Kelvin, à condition de savoir comment on la fabrique. Et si on regarde la composition moléculaire des cailloux qui tombent sur Terre, donc des météorites, on va trouver des acides aminés. Et donc la question ou la limite de l'astrochimie, la frontière de l'astrochimie et de l'astrobiologie, c'est de dire que si on considère que l'ADN biologique est l'écriture biologique, en ce sens que l'ADN est ce qui va écrire ce qui compose notre corps, alors les expériences que l'on fait, c'est ce qui est avant l'ADN, c'est-à-dire la façon dont les atomes vont s'organiser en molécules de plus en plus complexes avant d'évoluer peut-être vers la vie. Donc on se place dans la grande chaîne, je ne sais pas si j'ai remis mon arbre moléculaire, non, qui va du cœur des étoiles où les atomes sont célibataires jusque des planètes, en tout cas la planète Terre où la matière s'organise en être vivant.
Voilà, je vous montre que c'est bien fait à Cergy-Pontoise, ici dans les boucles de l'Oise à Neuville. Donc si vous voulez passer, vous avez vu, il y a une sonnette à la porte. Et voilà l'équipe de 2014, et vous avez vu l'équipe de 2017 il y a quelques instants. Et mes sponsors qui sont dessous. Voilà, je suis disponible pour les questions.